Mon grand-père est mort sans laisser de testament. Toute la succession est allée directement à mon père. Et à ce moment, il m'a regardé dans les yeux et a ricané, « Tu n'auras pas un seul centime. Ton frère sera le prochain héritier. » J'entends encore son rire déchirer ma peine comme un couteau. Je suis sur le point de partager quelque chose qui me tient à cœur. Mais avant de le faire, pouvez-vous me dire bonjour dans les commentaires ou me dire d'où vous venez? J'adore savoir jusqu'où mon histoire porte. C'est toujours bon de savoir que je ne suis pas seul. Merci. Et maintenant, laissez-moi tout vous raconter. Et si mon histoire vous touche, veuillez envisager de vous abonner à cette chaîne. Votre soutien signifie plus que vous ne le savez, et cela m'aide à continuer à partager la vérité que tant de gens essaient d'enterrer. Je m'appelle Michael Ashford, et voici l'histoire de comment j'ai tout perdu jusqu'à ce que je trouve la seule vérité qui a tout changé. Le ciel au-dessus de Boston était un lourd rideau gris le matin où nous avons enterré mon grand-père, William Ashford. La pluie tombait régulièrement et froidement, se mêlant à l'odeur d'encens qui s'accrochait au vieux mur de pierre de l'église. La cloche sonnait lentement et profondément comme si elle portait le poids de ma peine à chaque coup. Je me tenais là, une main sur le dossier du banc, essayant de me stabiliser, et tout ce à quoi je pouvais penser était la voix de grand-père quand il m'emmenait sur les chantiers de construction de Seattle. Un bâtiment doit reposer sur la fondation de l'honneur, disait-il. De la poussière sur ses bottes, de la fierté dans ses yeux. Je me suis accroché à ces mots comme à une bouée de sauvetage en regardant le cercueil. Mais même dans le silence du deuil, je n'étais pas autorisé à pleurer en paix. Mon père, Thomas Ashford, l'homme que le monde pensait être mon père, se déplaçait dans les bancs comme s'il organisait une convention d'affaires. Sa poignée de main était ferme, son sourire poli et répété, et chaque mot qui sortait de sa bouche sonnait comme une autre affaire conclue. Il a transformé un enterrement en événement de réseautage. Je le regardais avec dégoût, sachant que l'homme qui n'avait jamais construit un seul mur de sa vie se pavanait maintenant comme le centre de l'empire que mon grand-père avait créé. À côté de lui se tenait Brian, son fils en or. Brian m'a fait un sourire narquois à travers la pièce, les mains dans les poches, les yeux brillants comme s'il portait déjà une couronne. Pour lui, ce n'était pas du chagrin. C'était un couronnement. J'ai serré la mâchoire, sentant une tempête monter en moi, mais je suis resté silencieux. Après l'enterrement, quand le dernier parapluie avait disparu du cimetière et que l'odeur de terre humide flottait dans l'air, nous avons été convoqués au bureau de l'avocat en centre-ville. Je suis entré, l'estomac noué par l'appréhension. L'air de cette pièce lambrissée était suffocant, une lumière jaune projetant de longues ombres sur les murs. L'avocat a feuilleté des papiers avec une lenteur exaspérante avant de finalement lever ses lunettes et de prononcer les mots qui m'ont vidé. Il n'y a pas de testament. Selon la loi, la succession est transférée directement au fils de William Ashford, Thomas Ashford. J'ai eu l'impression que le sol s'est dérobé sous mes pieds. Mon cœur s'est arrêté, puis a rugi dans ma poitrine. Thomas s'est penché en arrière dans sa chaise, un cruel pli sur ses lèvres. Il m'a regardé droit dans les yeux froids comme la glace. Tu n'auras pas un seul centime, dit-il, savourant chaque mot. Ton frère sera le prochain héritier. Brian a fait tourner un stylo argenté entre ses doigts, son sourire narquois s'approfondissant. Je suppose que tu ferais mieux de peaufiner ton CV, a-t-il ricané. Ou peut-être postuler à quelque chose en dehors de la construction. Laisse le vrai travail à moi. La pièce a éclaté d'un rire mince et nerveux. Je suis resté immobile, les doigts serrant le bord de la chaise jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Je voulais parler, leur rappeler chaque contrat que j'avais conclu, chaque nuit passée avec grand-père à examiner des plans, chaque instant que j'avais vécu pour l'avenir de l'entreprise. Mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Ce n'était pas seulement l'argent. C'était d'être effacé, d'être dit que je n'étais rien, que je n'appartenais pas à l'héritage même que mon grand-père avait bâti avec son sang et sa sueur. Lorsque je suis finalement sorti de ce bureau, les lumières de la ville étaient floues à travers la pluie. Ma poitrine me faisait mal d'humiliation, de pertes accumulées. William était parti, et avec lui chaque promesse qu'il m'avait faite. Pour la première fois, je me suis senti comme un fantôme dans ma propre famille, une ombre que personne ne se souciait de voir. Quelques jours plus tard, j'ai rassemblé assez de courage pour me rendre au siège d'Ashford et Couville Construction dans le centre-ville de Boston. Je me suis dit que j'avais toujours ma place là-bas. Que la confiance de grand-père en moi ne pouvait pas être effacée du jour au lendemain. Mais au moment où j'ai franchi ces portes vitrées, j'ai senti le changement.
Les gens qui me saluaient chaleureusement détournaient maintenant les yeux. Les conversations mouraient quand je passais. Certains me regardaient avec pitié, d'autres avec peur, comme si même être vu me parlant pouvait leur coûter leur emploi. Je me suis forcé à monter à la salle de conférence. Thomas était assis à la tête de la longue table en acajou, des cadres alignés de chaque côté. L'air était rigide, lourd d'anticipation. Il n'a pas perdu de temps. Soyons clairs, a-t-il dit, la voix forte. Michael n'a plus aucun rôle dans cette entreprise. À partir d'aujourd'hui, Brian sera formé comme successeur. Son ton était définitif, comme si mon existence avait été effacée d'un seul décret. Brian s'est penché en arrière dans sa chaise, les bras croisés, souriant comme s'il était déjà le roi de l'Empire. Ne le prends pas personnellement, frère, a-t-il dit doucement. Certains d'entre nous sont faits pour ça. Toi, tu es une distraction dont personne n'a besoin. Les membres du conseil ont ri poliment, leur rire rebondissant sur les murs comme des couteaux contre ma peau. Je suis resté assis, la gorge serrée, la fureur me rongeant la poitrine. Des images m'ont envahi, des nuits à Seattle, le vent soufflant sur les poutres d'acier inachevées. La main de grand-père ferme sur mon épaule. Ils peuvent tout te prendre, me disait-il, sa voix rauque mais certaine, mais ils ne peuvent pas te prendre ton honneur à moins que tu ne le leur donnes. Ces mots résonnaient dans ma tête, un rappel que même dépouillé de titres et de richesses, j'avais toujours la seule chose que Thomas ne pourrait jamais acheter. Mais à ce moment-là, entouré de cadres acquiescents et de l'autorité suffisante de mon père, il était difficile de croire que c'était suffisant. J'ai repoussé ma chaise, ma fierté saignant, et me suis levé pour partir. En me retournant, une main a effleuré la mienne. L'un des cadres supérieurs, un homme qui avait travaillé sous William pendant des décennies, m'a glissé quelque chose dans la paume. Quand je suis arrivé à l'ascenseur et que j'ai ouvert ma main, j'ai trouvé une petite photographie, moi adolescent debout à côté de grand-père sur le chantier de Seattle. Nous sourions tous les deux sous nos casques. Au dos, griffonné à l'encre délavée, se trouvaient des mots qui me serraient la poitrine, il a toujours dit, tu étais le seul digne de porter cet héritage. Pendant une seconde, j'ai dû presser ma main contre le mur pour me stabiliser. La photo pesait plus lourd que de la pierre. Tout le monde connaissait la vérité, mais personne n'osait la dire. Ils ont laissé Thomas réécrire l'histoire pendant qu'il restait silencieux. Ma colère a brûlé plus fort, ma peine plus aiguë. Et pour la première fois, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement de perdre une entreprise. Il s'agissait d'être réduit au silence, effacé, enterré vivant. Alors que les portes de l'ascenseur se refermaient, j'ai regardé la photo, et un serrement s'est formé dans ma poitrine comme de l'acier. Je ne les laisserai pas m'effacer. Ni Thomas, ni Brian, ni personne. Si je n'avais rien d'autre, j'avais toujours la vérité. Et un jour je l'utiliserai. La nuit s'est installée sur la rivière comme une nappe de verre noir, la pluie martelant mes fenêtres dans un rythme calme et incessant. J'étais assis sur le sol de mon appartement, le dos contre une pile de cartons non ouverts, regardant l'eau glisser devant les lumières des ponts. Tout ce que je possédais semblait temporaire, à moitié scotché, à moitié oublié, comme si j'avais déjà commencé à disparaître de ma propre vie. Je n'arrêtais pas de rejouer la scène du conseil d'administration, les rires, la façon dont mon père m'avait dit que je n'étais rien. La photo de Seattle était posée sur la table basse, face visible, moi et grand-père en casque, nous souriant tous les deux sous un ciel qui promettait un travail digne d'être fait. J'ai touché le bord de la photo juste pour sentir quelque chose de stable. Un coup a brisé le silence. Il était assez tard pour que je me fige. Le deuxième coup est venu vite et urgent. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé ma mère sur le seuil, trempée, les cheveux collés aux joues, serrant son sac à main comme s'il contenait son dernier souffle. Nous n'avons pas beaucoup de temps, a-t-elle dit, la voix à peine audible sous la pluie. Je me suis écarté, j'ai pris son manteau, j'ai essayé de l'envelopper dans une serviette, mais elle a fait un signe de la main et a tenu le sac à main à deux mains. Elle semblait plus petite que dans mes souvenirs, comme si des années de silence l'avaient sculptée. « Assieds-toi » a-t-elle murmuré. Et je l'ai fait. Elle s'est assise en face de moi, la table basse entre nous, et a finalement ouvert son sac à main. De l'intérieur, elle a sorti une enveloppe scellée, vieille et lourde, la cire d'un rouge profond comme une blessure. Elle l'a pressée dans mes mains comme si elle pouvait se briser si elle la tenait une seconde de trop. Ma bouche est devenue sèche. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qui suis-je ? Elle a tressailli à la question,
ses yeux se sont remplis jusqu'à ce que les lumières de la rivière s'y dédoublent. J'aurais dû te le dire il y a des années, a-t-elle dit. Je ne l'ai pas fait parce que j'avais peur de Thomas et de ce qu'il pouvait faire. Mais je l'ai regardé t'effacer devant une salle pleine d'hommes qui auraient dû mieux savoir. Et je ne peux plus le supporter. Elle a pris une inspiration qui a semblé lui racler la poitrine. Thomas n'est pas ton père. La pièce a changé. La pluie s'est estompée en un sifflement lointain. J'ai senti le poids de l'enveloppe dans mes mains comme une chose vivante. Alors qui, ai-je demandé? Elle a dit, se stabilisant sur le nom, ton grand-père. Il est ton sang. Il connaissait la vérité. Il s'est assuré que tu serais protégé si Thomas essayait un jour de te couper. Il m'a donné des papiers avant de mourir. Il m'a dit de les garder en sécurité jusqu'au jour où tu en aurais besoin. Elle a tapoté le seau d'un doigt tremblant. Ils sont là-dedans, sa lettre pour toi, et un acte juridique qui te reconnaît comme son héritier direct. Il n'a pas fait confiance à Thomas pour honorer ses souhaits. Il m'a fait confiance pour te protéger. J'ai regardé l'enveloppe, la cire pressée en un blason que j'avais vu 1000 fois sur le papier à en-tête d'Ashford et compagnie Construction. Chaque partie de moi voulait l'ouvrir et laisser la vérité se répandre dans la pièce. Mais une autre partie comprenait ce qu'ouvrir cela signifierait. Il n'y aurait pas de retour en arrière, pas de prétendre que ce n'était que du chagrin ou un malentendu qui pouvait être aplani. S'il savait que tu avais ça, ai-je dit lentement, qu'est-ce qu'il ferait? Sa réponse a été immédiate. Il brûlerait le monde pour s'assurer que personne ne le voit. Il te détruirait pour se sauver. J'ai tourné l'enveloppe encore et encore, le papier chaud contre mes paumes. Je sentais grand-père dans la pièce, une présence, une main sur mon épaule, cette voix rauque me disant de me tenir droit. J'ai regardé la photo de Seattle. Je nous ai vus tous les deux, le soleil dans les yeux, son bras autour de moi comme il acquiesçait lorsqu'une poutre se mettait parfaitement en place. J'ai glissé un pouce sous la cire et j'ai fait une pause. Ma mère a secoué la tête. Pas maintenant, a-t-elle murmuré. Pas quand nous sommes seuls. Pas tant qu'il regarde encore tout. Es-tu avec moi? Et ma voix m'a surpris. Elle a tendu la main sur la table et a tenu mon poignet d'une prise plus forte que je ne l'avais senti d'elle depuis des années. J'aurais dû l'être depuis le début, a-t-elle dit. Je suis là maintenant. J'ai posé l'enveloppe entre nous et je me suis penché en arrière. La lumière du plafond éclairait son seau, la pluie frappant une pulsation régulière sur la vitre. La honte dans laquelle j'avais été noyé s'est transformée en quelque chose de plus dur, de plus froid, de plus utile. Je n'avais pas été effacé. J'avais été caché. Et ceci, c'était la clé pour me ramener à la lumière. Si j'utilise ça, ai-je dit, il n'y aura pas de sortie discrète. Il n'y a jamais eu de sortie discrète, a-t-elle dit. Il s'en est assuré. Nous n'avons pas parlé pendant longtemps. Nous avons juste écouté la pluie, la ville, la nouvelle forme que prenaient nos vies. Quand elle est finalement partie, je l'ai accompagnée à la porte et j'ai promis de l'appeler le matin. Je l'ai enfermée et j'ai posé l'enveloppe sur ma table de cuisine. J'ai dégagé l'espace autour comme un chirurgien préparant un instrument. Je ne l'ai pas ouverte. Pas encore. Je suis resté là, les mains sur la table, sentant la stabilité revenir dans mes jambes. Si j'allais entrer dans le feu, je le ferais avec un plan. Je choisirais le moment, et quand je le ferais, il y aurait des témoins. J'ai regardé la photo de Seattle une dernière fois et je l'ai glissée dans ma poche. D'accord, grand-père, ai-je dit dans l'appartement silencieux. Construisons ça, d'accord? Le manoir de Greenwood Hills brillait comme un phare dans la nuit, chaque fenêtre lumineuse, chaque allée remplie de voitures noires et d'égaux prudents. Je me suis garé dans la rue et je suis entré, l'enveloppe pressée à plat à l'intérieur de ma veste, ses coins me trouvant les côtes à chaque pas. Au portail, j'ai fait une pause. L'air sentait le chêne mouillé et la pierre froide. Quelque part à l'intérieur, des violons glissaient sur le bourdonnement d'une centaine de conversations. J'ai respiré une fois, lentement, et je l'ai entendu à nouveau, ne les laisse pas prendre ton honneur, Michael. Puis j'ai poussé les grilles en fer et je suis entré. À l'intérieur, ce n'était que cristal et rire. Les serveurs se déplaçaient comme une chorégraphie, portant des plateaux de champagne qui captaient la lumière comme des éclats. Thomas se tenait sous un lustre, le centre de gravité, levant un verre avec la confiance d'un homme qui croyait que la nuit lui appartenait. À une nouvelle ère pour Ashford & Co. Construction, a-t-il dit, la voix douce,
et la pièce a répondu comme si elle était entraînée à le faire. Brian était allongé près de l'âtre, une main dans sa poche, souriant au cercle qui l'entourait, comme s'il avait déjà hérité du monde. J'étais à 5 pas dans la pièce quand Thomas m'a vu. Le sourire sur son visage s'est aminci. La foule l'a senti et s'est un peu retirée, comme de l'eau s'ouvrant autour d'un rocher. « Je ne pensais pas que tu aurais le courage de venir, » dit-il, amusé et dédaigneux dans le même souffle. Avant de commencer à couronner qui que ce soit, dis-je, et ma voix porta plus loin que je ne l'avais prévu, il y a quelque chose que tout le monde ici mérite d'entendre. Pendant un battement de cœur, personne ne bougea. Quelque part, un verre tinta contre une assiette. Je plongeai la main dans ma veste et posai l'enveloppe sur la console en marbre à côté de moi, brisant le seau avec un bruit qui coupa net la musique. Je dépliai la première page. L'écriture était aussi familière que mon propre nom, délibéré, celle de William. La pièce s'est penchée. C'est une lettre de William Ashford, ai-je dit. Il l'a écrite pour moi, et il l'a confiée à quelqu'un en qui il avait confiance parce qu'il ne vous faisait pas confiance. J'ai regardé Thomas, puis les mots. Il déclare clairement que je suis son héritier. Il voulait que l'entreprise et la succession soient gérées par quelqu'un qui comprenait ce qu'il avait bâti. Le verre de Brian a heurté la pierre de l'âtre et s'est brisé. « Tu es pathétique, » a-t-il dit, la voix montant. Jaloux et pathétique. Tu ne supportes pas que papa m'ait choisi. Le visage de Thomas a viré au rouge violent. C'est absurde, a-t-il dit, riant sans humour. Une lettre, une histoire pour dormir. La loi est très claire sur la destination de la succession, et ce n'est pas à toi. Je n'ai pas détourné le regard. J'ai lu davantage sur les matins précoces à Seattle. La façon dont il nommait les valeurs qui feraient tenir une structure quand tout le reste essaierait de la faire tomber, sur le sang et l'héritage et le devoir de protéger les gens dont les mains versaient réellement le béton. La pièce a changé d'axe. Les applaudissements sont morts. Les gens me regardaient, puis Thomas, puis de nouveau moi, comme s'ils essayaient de peser une vérité qu'ils avaient toujours soupçonnée contre le pouvoir qu'ils avaient toujours craint. Ma mère, Hélène, s'est levée. Je ne savais pas qu'elle était là avant d'entendre sa chaise racler le sol. Elle s'est placée à mes côtés, les épaules carrées, la voix claire d'une manière que je ne lui avais jamais entendue devant lui. William m'a donné ces documents, a-t-elle dit. Il l'a fait parce qu'il savait que Thomas n'honorerait jamais ce qu'il voulait. Il m'a demandé de protéger Michael jusqu'au bon moment. C'est ce moment. Un murmure a traversé la pièce comme le vent à travers les hautes herbes. 2 membres du conseil ont échangé des regards que l'on ne pouvait qualifier que d'alarmés. Quelqu'un près du bar a dit à voix basse, pas assez discrètement. Si cela tient, tout change. Le visage d'un autre investisseur s'est crispé dans la neutralité prudente d'un homme qui venait de voir le sol se dérober sous ses pieds. Thomas leva le menton et tenta de reprendre le contrôle de la pièce. Tout le monde, calmez-vous, commanda-t-il, comme si cela avait déjà fonctionné sur un rassemblement de personnes qui sentaient le sang. Quelques papiers ne changent pas la loi. La succession est la mienne. La compagnie passera à mon fils. C'est la fin de l'histoire. Non, dis-je, et je repliai la lettre entièrement, mes mains aussi fermes que si j'avais fait cela toute ma vie. Ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est le début de la vérité. Vous avez transformé des funérailles en appel de vente et un héritage en trophée. Il n'a jamais eu l'intention que vous le déteniez. Brian a commencé à avancer vers moi comme s'il allait tenter quelque chose, puis a vu ma mère s'interposer entre nous et s'est arrêtée. Sa main tremblait, mais elle ne l'a pas bougé. Thomas a balayé du regard les visages autour de lui, et pour la première fois, il a semblé reconnaître ce qu'il perdait, le contrôle, la certitude, cette aura sans effort d'un homme qui croyait qu'il ne serait jamais remis en question. J'ai glissé la lettre dans l'enveloppe et je l'ai posée à plat contre ma poitrine. Quiconque veut voir les documents peut le faire, ai-je dit. Au tribunal. Le mot est resté suspendu, plus lourd que le lustre, et chaque personne dans cette pièce savait exactement ce que cela signifiait. Je me suis retourné pour partir. Ma mère, Hélène, a marché avec moi. Derrière nous, le bourdonnement s'est transformé en un essaim alors que les investisseurs et les proches faisaient leurs calculs privés. À la porte, j'ai fait une pause et j'ai regardé en arrière assez longtemps pour voir Brian fixer le verre brisé à ses pieds comme si c'était un présage. La mâchoire de Thomas travaillait, un muscle sautillant, mais aucun mot n'est sorti. Dehors, la pluie s'était amincie en une brume froide. L'air sentait le pin et le gravier humide.
j'ai descendu l'allée avec l'enveloppe chaude contre mon cœur et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis le jour où nous avions mis William en terre, un sol solide sous mes pieds. Je ne savais pas à quel point les prochaines étapes seraient laides. Je savais seulement ceci, je n'étais plus un fantôme, et quoi qu'il en coûte, je ne les laisserais pas m'enterrer à nouveau. La nuit après la fête de Greenwood Hills, j'étais assis à ma table de cuisine, l'enveloppe ouverte devant moi. Les documents étalés sous la lumière. L'écriture de mon grand-père, les reconnaissances légales, tout ce que j'avais porté comme une arme secrète, me fixait maintenant, me défiant d'agir. Je savais que la lettre seule ne suffirait pas. Thomas l'écraserait au tribunal, l'appellerait des bêtises sentimentales, et Frank Dalton le soutiendrait avec des mensonges bien polis. J'avais besoin de plus qu'un héritage sur papier. J'avais besoin de preuves. C'est là que j'ai appelé David Miller. Nous nous étions rencontrés il y a des années lors d'une conférence, un avocat dont la réputation était bâtie non sur le charme, mais sur la persévérance. Il a écouté pendant que j'expliquais tout, de l'enveloppe scellée à la confrontation à Greenwood Hills. Quand je lui ai remis les documents, il a ajusté ses lunettes et a étudié chacun d'eux, son visage impénétrable. Finalement, il a levé les yeux. C'est puissant, a-t-il dit, mais ce n'est pas à l'épreuve des balles. Thomas argumentera que la succession lui est revenue légalement. Si nous voulons gagner, nous avons besoin de preuves qu'un testament existait et qu'il l'a caché ou détruit. Je me suis penché en avant, le poids du moment pressant ma poitrine. Alors nous le trouverons, lui ai-je dit. David a agi rapidement. En quelques jours, il a organisé une rencontre avec Nancy Rogers, une secrétaire à la retraite du cabinet d'avocats où les documents de mon grand-père avaient été conservés. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant au bord de la ville, le genre d'endroit avec des comptoirs écaillés et du café qui ne cessait de couler. Nancy a regardé par-dessus son épaule 3 fois avant de glisser dans la banquette. Ses mains tremblaient alors qu'elle les enroulait autour d'une tasse qu'elle touchait à peine. Je l'ai vu, a-t-elle chuchoté. J'ai vu le testament de William dans le coffre de Monsieur Dalton. Il l'a signé. J'ai lu son nom clair comme le jour. Ma poitrine s'est serrée. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a dégluti difficilement, ses yeux jetant un coup d'œil à la fenêtre. Le lendemain de la mort de William, Thomas est venu au bureau. Je n'étais pas censé être là, mais je classais des dossiers. Le lendemain matin, le coffre était vide. J'ai posé des questions à ce sujet, et Frank Dalton m'a dit de me taire si je voulais garder mon emploi. L'air du restaurant a semblé s'épaissir. L'entendre dit à voix haute. Entendre quelqu'un d'autre confirmer ce que j'avais soupçonné a rendu la trahison plus vive que jamais. Thomas n'avait pas seulement volé ma place dans la famille. Il avait manipulé le système même censé la protéger. Et Dalton, l'avocat assermenté pour faire respecter la loi, avait été son complice. Nancy s'est penchée plus près, sa voix tremblante. Ils ont fait ça ensemble. Ne croyez pas une seconde qu'ils ne feront pas pire si vous les poussez. J'ai hoché la tête lentement, mon pouls martelant. Je voulais la rassurer, mais je ne pouvais pas promettre une sécurité que je n'avais pas moi-même. De retour au bureau de David, nous avons commencé à reconstituer la piste. Il a fouillé dans les anciennes affaires de Frank Dalton, cherchant des schémas, tandis que je contactais un ancien contact à Philadelphie, l'un des investisseurs de longue date de William. L'homme a confirmé qu'il avait toujours une copie d'un contrat privé que William avait signé il y a des années et qui exposait son intention de me laisser prendre le contrôle de l'entreprise le moment venu. Ce n'était pas un testament, mais c'était une autre preuve que William avait essayé de laisser derrière lui. J'ai réservé un vol et je me suis envolé pour Philadelphie, assis en face du vieil homme dans son bureau en hauteur au-dessus de la ville. Il a glissé un dossier sur le bureau. William vous faisait confiance, a-t-il dit. Il parlait souvent de vous, et je le croyais. Il a tapoté le dossier. Ce n'est pas tout, mais c'est un début. Sur le vol de retour, j'ai regardé les nuages, le dossier lourd sur mes genoux, me sentant plus proche de la vérité, mais aussi du danger. Au moment où j'ai atterri à Boston, je savais que j'étais suivi. Une berline noire est restée derrière moi pendant 3 virages, ses phares stables, trop stables. Quand je suis finalement entré dans le parking souterrain sous mon immeuble, j'ai aperçu la même voiture au ralenti de l'autre côté de la rue. Mon estomac s'est tordu. Alors que j'atteignais ma propre voiture, j'ai vu le bout de papier coincé sous l'essuie-glace. 4 mots griffonnés à l'encre sombre, arrête avant qu'il ne soit trop tard. Les lettres se sont brouillées alors que l'adrénaline me traversait.
J'ai arraché le mot du verre et l'ai écrasé dans mon poing, mon cœur battant. Il ne s'agissait plus seulement d'héritage. C'était une question de survie. J'ai sprinté jusqu'à mon appartement, mais la seconde où j'ai ouvert la porte, je me suis figé. Des tiroirs pendaient. Des papiers étaient éparpillés. Mon lit était sens dessus dessous. Le placard saccagé. Quelqu'un était entré. Mon esprit a couru à la table de la cuisine, au tiroir où je gardais l'enveloppe. Je l'ai tiré. Il était toujours là. Le seau de cire brisé. Les pages dépliées mais intactes. Celui qui était passé par là le voulait, mais ne l'avait pas trouvé. Je me tenais dans les décombres de ma maison, serrant l'enveloppe, et j'ai senti la vérité plus vive que jamais. Thomas brûlerait ma vie jusqu'au sol pour garder son secret enterré. Et il ne faisait que commencer. Je ne pouvais pas rester dans mon appartement, pas après avoir vu l'épave. Pas après avoir su qu'ils avaient franchi la ligne de l'intimidation à l'invasion. J'ai fait mes valises et je suis allé chez ma mère, au nord. Elle a ouvert la porte avant que je ne frappe, le visage tiré par l'inquiétude comme si elle m'avait attendu depuis le début. « Tu ne devrais pas être seul », a-t-elle dit en me tirant à l'intérieur. La maison était sombre. Les stores tirés, chaque lampe tamisée. Elle a vérifié les fenêtres 2 fois, puis a verrouillé la porte derrière nous avec des mains qui tremblaient. Pendant des années, je l'avais vue comme une ombre fragile orbitant l'autorité de Thomas. Mais maintenant je comprenais. Elle avait vécu dans la peur si longtemps que c'était devenu une seconde nature. Cette nuit-là, allongé éveillé dans la chambre d'amis, j'ai regardé le plafond et j'ai essayé de calmer ma respiration. Mon esprit m'a ramené à Seattle, à la carcasse d'un bâtiment s'élevant contre le ciel bleu. J'avais 16 ans, je portais un casque trop grand pour moi, suivant William à travers des poutres qui oscillaient au vent. Il s'est arrêté, s'est accroupi et m'a regardé droit dans les yeux. « Ne laisse personne te prendre ton honneur, Michael », m'a-t-il dit. Cette entreprise n'est pas une question d'argent. C'est une question de confiance. C'est une question de gens qui croient que le travail tiendra quand la tempête viendra. Tu es celui qui doit porter cela. Le souvenir brûlait fort, une lanterne dans l'obscurité. Je l'ai chuchoté à voix haute dans la pièce vide comme un vœu. Le lendemain matin, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. L'enveloppe que je gardais cachée sous mon sac de sport avait été déplacée. Le coin d'une page dépassait différemment de la façon dont je l'avais laissée. Ma mère a juré qu'elle ne l'avait pas touchée. Mon estomac s'est tordu de la réalisation que quelqu'un savait que j'étais là, que ma cachette n'était pas aussi sûre que je le pensais. Plus tard ce jour-là, David a appelé. Sa voix était tendue. Le comptable de Philadelphie qui a accepté de témoigner. Il s'est retiré. Il a dit qu'il ne voulait pas s'impliquer. Thomas l'a-t-il atteint, ai-je demandé. Soit il a été payé, soit il a été menacé. Peut-être les deux. La ligne est restée silencieuse, mais le silence en disait assez. Ce soir-là, alors que j'aidais ma mère à fermer les volets, le téléphone sonna de nouveau. Cette fois, la voix était une voix que je ne reconnaissais pas. Forte et perçante, chaque mot délibéré. Si tu ne t'en vas pas, tu finiras comme William. L'appel se termina avant que je ne puisse répondre, ne laissant que le bourdonnement vide de la ligne. Je restais là, le combiné pressé contre mon oreille, mon sang se glaçant. La mort de mon grand-père avait été soudaine, elle aussi. Insuffisance cardiaque soudaine, disait-on. Mais si elle n'avait pas été naturelle? Si sa mort était la première pierre du mur que Thomas avait construit pour me fermer la porte? Je raccrochai lentement, l'écho de cette voix logée dans ma poitrine. Ma mère me regardait depuis l'embrasure de la porte, ses mains tordues dans ses manches. « Qu'est-ce qu'ils ont dit » a-t-elle chuchoté. Je ne pouvais pas lui dire la vérité. Pas tout. Pas encore. J'ai forcé les mots à sortir, stable. Ils veulent que j'arrête. Son visage a pâli, mais elle ne m'a pas dit d'abandonner. Au lieu de cela, elle a hoché la tête, les yeux humides mais féroces. Alors tu ne peux pas, cette nuit-là, j'étais assis à la table de la cuisine de la maison de ma mère. L'enveloppe étalée devant moi une fois de plus, les pages stables sous la lumière de la lampe. La menace tournait dans ma tête, mais aussi la voix de grand-père de Seattle. Il voulait que j'aie peur, brisé et réduit au silence. Mais je n'avais plus 16 ans, et je n'allais pas leur livrer la seule chose qui me maintenait debout. J'ai regardé les documents,
puis par la fenêtre dans les rues sombres de Boston, et j'ai chuchoté une promesse dans la nuit. Je finirai ce que tu as commencé, grand-père. Je tiendrai quoi qu'il en coûte. Les semaines qui ont suivi le verdict se sont estompées en titres, signatures et longues nuits dans une tour de verre qui ne me semblait pas encore la mienne. Ashford et compagnie Construction étaient officiellement sous mon nom, mais les fantômes de ces halls de marbre chuchotaient trop fort pour être ignorés. Le portrait de mon grand-père semblait me demander chaque matin, « As-tu terminé ce que j'ai commencé ?» Et je savais que la réponse était « Non, pas encore ». Le tribunal avait rendu son jugement, mais les gens qui avaient vécu dans l'ombre de Thomas pendant des années marchaient toujours avec la peur. Des détails restaient en suspens partout, et une simple traction pouvait défaire ce que j'avais à peine commencé à reconstruire. Le premier problème était Frank Dalton. Le tribunal avait gelé ses comptes et confisqué ses dossiers, mais les rumeurs disaient qu'il négociait un accord, un plaidoyer qui réduirait sa peine en échange d'un témoignage. David m'a appelé dans son bureau un après-midi. Des piles de cartons entre nous. Il se retournera contre Thomas, a dit David. Il dira que tout était l'œuvre de Thomas. J'ai secoué la tête. Il était dedans depuis le début. David s'est penché en arrière. Le système ne punit pas équitablement. Dalton est un parasite, mais les parasites survivent. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai pensé à Nancy tremblant dans ce restaurant, à la messagerie vocale qui nous avait donné notre bouée de sauvetage. Sans elle, Dalton s'en serait sorti indemne. Tant qu'il dit la vérité au tribunal, ai-je finalement dit, laissez-le ramper. Nous construirons pendant qu'il pourrit. Le deuxième problème était Brian. Il venait plus souvent dans mon bureau maintenant, toujours prudent, toujours humble. Il se présentait avec des plans roulés, assistait aux réunions sans parler, posait des questions à voix basse après coup. Un soir, alors que le bureau se vidait et que l'aspirateur du nettoyeur ronronnait dans le couloir, il s'attarda près de la porte. « J'ai quelque chose à te demander, dit-il. Tu me crois ? Tu crois que je peux changer ? Je l'ai étudié. » Son visage portait l'épuisement de quelqu'un qui avait vécu trop longtemps sous la faim d'un autre homme. « Je crois que les gens peuvent apprendre, dis-je lentement. Mais la confiance ne se donne pas. Elle se construit. » Il a hoché la tête, acceptant plus que ce que j'avais offert. « Alors je la construirai, a-t-il dit, et a quitté le bureau, ressemblant moins à l'héritier que Thomas avait sculpté et plus à un homme qui avait décidé de recommencer. Le troisième problème était ma mère. Hélène s'était levée au tribunal, avait brisé des décennies de silence avec une seule phrase tremblante, mais en privé elle était toujours silencieuse, toujours hantée. Je l'ai trouvée dans le jardin un dimanche matin, taillant des roses avec des mains trop fermes pour la tempête en elle. « Tu lui ressembles quand tu te tiens comme ça », a-t-elle dit, hochant la tête vers l'ancienne posture de mon grand-père. Tête haute, épaules en arrière. « Tu m'as sauvé, lui ai-je dit. » Ses mains se sont figées sur les cisailles. J'aurais dû le faire plus tôt. J'aurais dû parler le jour où William m'a donné cette enveloppe. Ses yeux se sont embués, mais elle a cligné des yeux fortement, refusant de laisser les larmes couler. J'avais peur, Michael. Peur de ce que Thomas ferait. Peur de te perdre aussi. Je lui ai touché l'épaule. Tu ne m'as pas perdu. Et tu m'as donné la chance de me battre. C'était suffisant. Elle laissa tomber les cisailles dans la terre et me tint la main d'une prise qui me surprit encore. Alors promets-moi quelque chose, dit-elle. Promets-moi que tu ne laisseras pas cette compagnie te transformer en lui. Je promets, dis-je, et je le pensais. Mais le plus dangereux des problèmes était Thomas lui-même. Dépouillé de son titre, marqué par les gros titres, il aurait dû être fini. Mais le pouvoir ne disparaît pas simplement. Il persiste dans les appels téléphoniques et les faveurs dues, dans les dettes impayées. Un soir, alors que je quittais le bureau, une voiture noire était au ralenti au bord du trottoir. Un homme en sortit, pas Thomas, mais l'un de ses anciens alliés du conseil. Sa voix était calme, presque polie. « Thomas veut te voir. » J'aurais dû m'éloigner. Au lieu de cela, j'ai suivi parce que les fantômes ne disparaissent pas tant que tu ne les affrontes pas. La voiture s'est dirigée vers le nord, au-delà du lac, sur les routes tranquilles bordées d'arbres d'hiver. Nous nous sommes arrêtés dans un domaine à moitié vide que Thomas avait autrefois utilisé comme refuge. À l'intérieur, il était assis dans un fauteuil en cuir, sans costume, sans cravate, juste un homme plus petit que le mythe ne l'avait construit. « Tu penses avoir gagné, dit-il,
la voix rauque. Je n'ai pas gagné, ai-je répondu. Tu as perdu. Il a ri, amer et brisé. Tout ce que William a construit était à moi jusqu'à ce que tu le voles. Je me suis penché en avant. Tu l'as détruit avant que je ne le touche. Tu as menti. Tu as triché. Tu as menacé. Tout ce que j'ai fait, c'est d'enlever le masque. Ses yeux brûlaient, mais ses épaules s'affaissaient. Pour la première fois, je ne voyais pas le tyran, mais l'homme creux en dessous. Il t'a choisi, dit Thomas, presque en chuchotant. Même quand j'étais son sang, il t'a choisi. Les mots atterrissaient comme une vieille blessure qui se rouvrait. J'ai pensé à répondre, à faire remarquer que William n'avait pas choisi la cupidité, n'avait pas choisi la cruauté. Il avait choisi l'honneur, mais Thomas le savait déjà. Il était assis là, noyé dans la vérité. Et j'ai réalisé qu'il n'y avait plus rien à prendre pour moi. Il avait perdu plus que la compagnie. Il avait perdu l'illusion qu'il comptait plus que ce que William avait bâti. Je me suis levé, le laissant à son vide. C'était sa sentence, plus lourde que les barreaux d'une prison. Dans les mois qui ont suivi, Ashford et compagnie Construction a recommencé à respirer. Nous avons ouvert les anciens dossiers de Seattle, relancé des projets que William avait esquissés des décennies auparavant. Nous avons tenu des réunions communautaires, promis des emplois équitablement rémunérés, signé des contrats avec des clauses de sécurité que personne ne pouvait supprimer. Lentement, la peur qui avait hanté les couloirs a commencé à s'estomper. Les ouvriers m'ont salué, non pas comme le petit-fils de William, non pas comme le fils de Thomas, mais comme l'homme qui faisait avancer le travail. Lors de la réunion des actionnaires du printemps, j'ai parlé sans note. Brian était assis à l'arrière, Hélène au deuxième rang. Cette entreprise a failli être ensevelie sous l'avidité, ai-je dit. Mais les bâtiments ne reposent pas sur des mensonges. Ils reposent sur des fondations. Nous reconstruisons cette fondation maintenant. Non seulement avec du béton, mais avec de la confiance. Les applaudissements furent d'abord timides, puis plus forts. Non pas polis, mais réels. Plus tard cette nuit-là, j'ai parcouru les couloirs vides, m'arrêtant devant le portrait de William. Je lui ai tout raconté, la peur, les bagarres, les nuits où j'avais presque abandonné. Je lui ai parlé du courage de Nancy, de la persévérance de David, de la force tremblante de ma mère. Je lui ai même parlé de Brian, le frère qui avait été mon rival et qui portait maintenant des plans au lieu de son arrogance. Et puis je lui ai dit la vérité que je n'avais apprise qu'à la fin, qu'un héritage n'est pas protégé par les tribunaux ou les contrats. Il est protégé par des gens qui refusent de céder leur honneur. J'ai quitté le bâtiment et je suis sorti dans la nuit de Boston. La rivière scintille sous les lumières, la ville bruyante et vivante. J'ai respiré et j'ai senti le poids de la promesse, non pas comme un fardeau, mais comme une boussole. Les problèmes ont été réglés. Les ombres ont été affrontées. Le chemin devant moi était long, mais c'était le mien. En fin de compte, j'ai appris que les héritages ne se mesurent pas en argent ou en titres, mais dans le courage de se lever quand le silence semble plus facile. Cette histoire n'est pas seulement ma bataille. Il s'agit de préserver sa dignité quand d'autres essaient de la dépouiller. Si mon parcours vous a ému, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Dites « j'écoute » ou indiquez d'où vous venez. Cela me rappelle que je ne suis pas seul. Et si vous souhaitez me soutenir alors que je partage davantage, abonnez-vous à la chaîne. Votre soutien maintient la vérité en vie.